Bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux, ça fait très plaisir. Donc cette conférence elle est organisée par le pôle développement durable et social du Bureau des Arts de FENMA. Alors c'est une grande première pour nous de faire ce genre d'événement et on est très heureuses et heureux d'accueillir Aurélien Barraud ce soir. Donc il est astrophysicien, directeur du Centre de physique théorique de Grenoble-Alpes, enseignant à l'UVA, mais aussi philosophe et poète sur son temps libre. Plus connu du grand public pour sa prise de position en faveur du vivant, il est aussi l'auteur du livre « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité » et défend l'idée qu'il faut une révolution politique, poétique et philosophique. Donc il interviendra ce soir sur le sujet « Quel rôle pour l'ingénierie à l'heure de la catastrophe écologique ?» durant une vingtaine de minutes, et on laissera ensuite place à vos questions. Avant de vous passer la parole, je tenais à remercier FENMA pour nous avoir laissé organiser cette conférence. Un merci particulier à M. Petitclerc pour son aide qui est avec nous à la régie ce soir. Merci aussi à M. Sablot pour nous avoir aidé à faire la communication auprès du personnel de Grenoble INP. Merci aux membres du BDA pour l'aide ce soir. Merci bien sûr à vous d'être venus. Et merci spécialement à M. Aurélien Barraud pour sa présence ce soir. Bonne conférence à toutes et à tous. Bonsoir. Bien, donc merci beaucoup pour cette invitation dont je suis honoré. Alors, vous êtes donc des élèves ingénieurs. Personne n'est parfait, je ne vous en veux pas. C'est pas si grave. D'abord parce que vos compétences universitaires ne sont finalement qu'une part infime de vos compétences réelles qui les dépassent infiniment. Vous n'êtes pas votre diplôme. Et ensuite parce qu'au sein même du corpus institutionnel qui est le vôtre, la part proprement nuisible est en réalité très faible, presque dérisoire. Pourquoi ? Peut-être, pensez-vous, parce que finalement, l'essentiel de l'activité n'émet pas tant de CO2 que cela. Grave erreur. Ce n'est pas du tout la question. Le réchauffement climatique, c'est presque un détail à l'échelle de la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons, et j'y reviendrai. Non, ce qui est véritablement problématique, c'est un euphémisme à mon sens, a trait à notre incapacité à penser tout ailleurs, à notre propension littéralement pathologique à croire que le monde ne peut pas être autre. Et finalement, vos connaissances, ni plus ni moins d'ailleurs que pour chacun d'entre nous, pourraient effectivement être en grande partie utilisées à bon escient, non pas comme un outil de corroboration, mais comme une arme de déconstruction. Le cœur de l'insensé, c'est de croire qu'il est inscrit dans l'ordre du destin que nous poursuivions notre production tumorale d'objets techniques et notre artificialisation dévastatrice du réel. Je vais objecter maintenant 3 points élémentaires face à cette idée folle mais répandue, selon laquelle il faudrait continuer coûte que coûte. Premièrement, je vais montrer que c'est faux. Deuxièmement, je vais montrer que la situation est intenable. Et troisièmement, je vais tenter de vous convaincre qu'elle est de toute façon insouhaitable. Alors, premièrement, pourquoi c'est faux ? Qu'il est triste entre nous de devoir encore le rappeler. Un nombre extraordinairement élevé d'autres cultures ont peuplé ce monde et le peuple encore. Nous, les Occidentaux, nous sommes seulement les plus méchants et ceux qui se sont imposés par la force. Alors, on feint de découvrir la violence quand un tyran déclenche une guerre, ce qui est effectivement condamnable et même inqualifiable. Mais permettez-moi de lire un petit passage de Chomsky. Je cite. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le colonialisme et le néocolonialisme occidentaux ont causé la mort de 50 à 55 millions de personnes. Cette période relativement brève a été le théâtre du plus grand nombre de massacres jamais perpétrés dans l'histoire. La plupart d'entre eux ont été commis au nom de nobles idéaux comme la liberté et la démocratie brandis tels des slogans. Quelques États d'Europe
ainsi que d'autres États, dirigés avant tout par des citoyens d'origine européenne, ont fait prévaloir les intérêts de l'Occident, de ceux qui comptent, au détriment de ceux de l'immense majorité des êtres humains. Le massacre de millions de personnes a été considéré comme inévitable, voire justifié. Et la plupart des Occidentaux semblent extraordinairement mal informés. Fin de citation. Au-delà, vous savez peut-être que ce qui a sidéré les dits indigènes quand ils ont été, il y a, j'entends, quelques siècles de cela, pour la première fois au contact de la civilisation européenne, c'était avant tout notre stupidité, notre irrationalité. Ils nous ont trouvés encore plus bêtes que méchants. Nous nous étions inventé un enfer. Ils ne comprenaient pas que nous tolérions d'être ainsi réduits en esclavage. Pas seulement vis-à-vis de nos dirigeants, mais aussi de nos employeurs, ou pour les dire de façon décontextualisée, de nos professeurs. Non seulement nous faisons, vous et moi, pour la plupart, la même chose toute la journée, mais nous faisons de plus essentiellement la même chose d'un jour à l'autre. Cela leur semblait constituer le pire du pire, sans compter ce qui leur paraissait proprement impensable, que nous laissons en parallèle un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes dans une misère noire. Mais ce qui vraiment constituait l'apothéose du délire à leurs yeux relevait d'une pathologie inqualifiable et inclassifiable. C'était sans aucun doute le fait que la puissance matérielle, c'est-à-dire la possession de richesses, engendrait presque mécaniquement chez les Européens un excès de pouvoir. Être riche rendait puissant. Ils ne le comprenaient pas. Ils étaient stupéfiés par l'incongruité de cet agencement social. Alors les débats philosophiques furent d'ailleurs très intenses et très riches entre les colons et les autochtones, et vous savez peut-être que c'est précisément à cette époque qu'il fallut bien se résoudre à décréter que la technique était une mesure du développement, car c'était guère le seul point qui permettait de sauver notre civilisation, c'était guère le seul point sur lequel nous étions possiblement dans un état de supériorité. Alors bien sûr, il faudrait une analyse à la fois synchronique et diachronique de tout ce processus. Mais indépendamment de ces subtilités universitaires, je crois qu'il faudrait vraiment faire preuve d'une ignorance crasse, et même sans doute, osons le dire, d'un racisme éhonté, pour ignorer l'extraordinaire diversité des autres manières d'habiter le monde qui constellèrent et qui parfois constellent encore cette planète. Il me semble, mais là peut-être que je m'aventure un peu trop, que la plupart des autres civilisations avaient d'ailleurs en commun une sorte de cosmopoétique du réel, une compréhension fine de ce que l'existence, c'est-à-dire philosophiquement l'extraction, le sortir, relève toujours d'une expérience initiatique. Le monde s'innerve de passe, de porosité, de continuité. Les humanimaux pullulent, il y a de la beauté, de l'étrangeté, de la magie. La forêt, à proprement parler, n'a d'ailleurs jamais rien de vierge. Elle danse de vie, au contraire. Les individus sont multiples de dedans. L'univers est pluriel en son sein, la fugue n'est pas encore une fuite. Les frontières se transgressent, et le chaos est une force de création, autant qu'un désordre redouté. Il n'y a pas encore de paysage, et moins encore d'environnement. Il y a le monde, à la fois unique et nombreux. Tout cela pour dire qu'alors vraiment, oser aujourd'hui se demander si un autre monde est possible, alors que nous sommes une unique civilisation, plutôt décadente et manifestement anecdotique dans l'ensemble des possibles, c'est un peu se demander si vraiment il existe d'autres étoiles que le Soleil. Je sais bien, les blessures narcissiques sont toujours difficiles à accepter, mais que cela nous plaise ou non, notre manière de peupler cette planète n'est non seulement pas la seule envisageable, mais les innombrables exemples dont nous disposons dénotent presque unanimement
d'une intelligence de l'autre et d'une attention à l'être sont comme une mesure avec celle que nous déployons. Deuxièmement, notre trajectoire n'est pas tenable. Bon, ça c'est pas très compliqué à comprendre, on va pouvoir aller vite. On peut le voir de multiples façons. Par exemple, en notant que la courbe des prélèvements est aujourd'hui, et depuis une cinquantaine d'années, très nettement au-dessus de la courbe des ressources écosystémiques. Ce n'est pas exactement un détail et ce n'est pas exactement subtil. Comme on conserve l'intégrale, ça signifie simplement que plus on corrige tard, plus on corrige fort. Un lycéen comprendrait ça. Mais curieusement, beaucoup d'hommes et de femmes très éduqués décident de l'ignorer. Alors que ça fait un demi-siècle que ces choses sont posées et publiées. Vous avez bien sûr le droit constitutionnel d'ignorer que vous êtes à découvert, mais pas pendant très longtemps. Ça, c'est pas possible, in fine, quelque chose va vous rattraper. C'est quand même un peu dingue qu'on en soit encore en 2023 à ressasser ces évidences. On peut voir l'instabilité d'autres façons encore. Par exemple, en comprenant que les seuils de relaxation sont dépassés. Par exemple, en notant que les points dits de non-retour sont atteints bien plus vite que prévu. Par exemple, en soulignant cette évidence, les stocks d'énergie s'épuisent. Par exemple, enfin, en remarquant que les conditions d'habitabilité de la planète sont en passe d'être détruites. Sans d'ailleurs même mentionner que le système de rétroaction positive dans lequel nous nous trouvons, vous le savez bien, mène inexorablement en physique au crash s'il n'y a pas de limiteur. Bon, tout cela relève de la bonne logique scientifique la plus élémentaire, mais je reviens un instant sur l'argument des stocks d'énergie. J'ai dit qu'ils s'épuisaient. Bon, on est à peu près en ce moment au pic oil, ce qui veut dire qu'il en reste à peu près autant que ce que nous avons utilisé. Si nous demeurons dans notre addiction aux fossiles, nous allons donc vers 5, 6, 7 degrés de réchauffement climatique. Et vers une récession non souhaitée, parce que de toute façon, il va y en avoir moins. Ça, c'est une donnée physique. Autrement dit, catastrophe écologique, évidemment, et catastrophe géostratégique, autrement dit, de façon plus explicite, guerre. Parce que 500, 600, 700 millions de réfugiés climatiques dans un monde où la disponibilité individuelle va en se réduisant, ça ne peut pas se passer dans la joie et la bonne humeur. Alors, il y a une autre possibilité. C'est qu'on découvre une nouvelle source d'énergie miracle. Par exemple, la fusion nucléaire. Presque propre, presque illimitée. Alors là, à mon avis, c'est vraiment la fin. Ça, c'est le pire du pire. Pourquoi ? Parce que si nos désirs, nos imaginaires, nos fantasmes et nos angoisses ne changent pas, et le fait est qu'en ce moment, ils ne changent pas, cette énergie serait le blanc-seing délivré pour une éradication de ce qui demeure encore. Ce serait un peu devenir l'homme-dieu qui peut enfin dévaster instantanément ce qui lui reste encore à souiller. Je vais y revenir à ce point parce qu'il est évidemment nodal. Mais soyons bien clairs, le problème majeur, ce n'est pas que notre énergie pollue. C'est vrai, c'est un peu contrariant. Mais c'est surtout ce que nous faisons de l'énergie. Tant qu'on nomme croissance, la dévastation d'un espace gorgé de vie, pour le remplacer par un data center. Et aujourd'hui, on nomme cela croissance. Alors vous voyez bien que plus on aura d'énergie, même propre, plus la vie sera foutue. C'est aussi simple que ça. Une chose est donc certaine, c'est que notre trajectoire actuelle n'est pas tenable. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une peur, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une interprétation, c'est un fait. À moins que vous remettiez en cause, par exemple, la rotondité de la Terre ou l'évolution de l'espèce, mais je ne pense pas que ce soit le cas dans un environnement d'ingénieurs. Troisièmement, je crois que notre trajectoire, au-delà d'être non unique, c'était mon premier point, au-delà d'être non tenable, c'était mon second point, est non souhaitable.
Là, je quitte un peu le registre du factuel pour aller vers celui, disons, de l'idéal. Et c'est là où je voudrais être le plus clair. Parce qu'il y a deux niveaux qui concourent aux mêmes conclusions, mais qui relèvent, me semble-t-il, de logiques différentes. Le premier niveau, le plus élémentaire, c'est celui des externalités négatives. Par exemple, la fabrication de nos téléphones portables demande l'utilisation de métaux rares ce qui appauvrit des réserves non renouvelables déjà très limitées. L'extraction minière est une catastrophe écologique et humaine, souvent d'ailleurs dans des pays africains, et l'eau utilisée pour l'opération, contaminée en métaux lourds, dévaste les sols et les nappes phréatiques. De plus, la fabrication nécessite beaucoup d'énergie, en particulier fossile, ainsi d'ailleurs que l'utilisation. Tout cela est évident, vous le savez très bien, ce n'est pas intéressant d'y revenir. Et l'évolution, vous le savez, est systématiquement au pire, puisque le fameux effet rebond fait que la hausse d'usage surcompense presque toujours la hausse d'efficacité. Tout cela est bien documenté et parfaitement évident. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est le second volet argumentaire. Là, je voudrais dire que c'est pour moi le point essentiel. Ce que nous mettons en place aujourd'hui serait navrant, même sans externalité négative. On n'a même pas besoin de dire que ça crée de la merde pour comprendre que c'est de la merde. Voilà, pour le dire trivialement, ce à quoi je veux en venir. À quoi servent les nouveaux téléphones portables? Cette 6G, qui, vous le savez, est déjà maintenant quasiment opérationnelle, alors que la 5G vient à peine d'être déployée. À mieux vous connecter aux réseaux dits sociaux, qui constituent en réalité le parangon de la médiocrité, des bassesses, des calomnies, des caricatures, des mensonges, et finalement du vulgaire. À voyager de façon à vous instagrammer devant un lieu sublime, devenu finalement commercial et par là même un peu sale, eu égard, avec tout le respect dû, à votre seule présence. À délaisser les livres pour les tweets, à oublier les chants d'oiseaux pour reconnaître les notifications Snap et Twitch, à invisibiliser vos voisins pour y supplanter des écrans. C'est intrinsèquement catastrophique, même sans émission de CO2. Voilà mon point. Ou pensez par exemple à la dite intelligence artificielle. Quel nom pompeux d'ailleurs pour une bouse algorithmique. Voulez-vous vraiment que vos CV soient lus par des machines? Ce qui est en train de se faire, afin que les recrutements soient uniformisés. Voulez-vous que des programmes déterminent les informations qui vous seront proposées afin de conforter vos croyances, ce qui est particulièrement grave en un temps où notre survie dépend précisément des pas de côté? Voulez-vous que des algorithmes gèrent votre argent, anticipent vos désirs, choisissent vos itinéraires, bientôt finalement, et c'est déjà un peu le cas avec les algos Facebook, vos copains et vos copines? En un mot, vous tuent en tant qu'être vivant. C'est une dystopie totale, même sans émission de CO2. Alors certains ici, j'en suis sûr, sont en train de se dire « Oui, mais par exemple en médecine, ça améliorera le diagnostic. » Oui, je sais, c'est vrai, vous avez raison. Et alors? Et alors? Ça, c'est vraiment l'argument mantra des technodélinquants. Bien sûr que l'IA, intelligence artificielle, aura quelques conséquences positives. Évidemment. Et alors? Quand on évalue une mutation sociétale majeure, on compare toujours les pertes et les gains. On ne regarde jamais que les gains. C'est extraordinairement infantile d'oublier cela. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginez qu'on distribue des armes à feu à tout le monde, y compris aux enfants. Des armes automatiques, par exemple. Évidemment, il y aura des viols et des agressions qui seront évités grâce à cela. Et c'est bien. Il n'en demeure pas moins que cela engendrera aussi des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, je ne sais, de crimes supplémentaires. Et c'est mal. Et nous, en Europe, on a tendance à croire que puisque ça engendre beaucoup plus de crimes que ça n'en prévient, les armes à feu en accès libre, c'est pas une très bonne idée, parce qu'on a regardé les aspects positifs et les aspects négatifs.
Quand on parle de technologie, on a cette débilité inhérente qui fait que « Ah, mais il y a un truc bien en médecine, donc toute la merde par ailleurs, je ne la regarde pas ». C'est insensé, c'est inepte. Vous ne pouvez pas faire cela si vous avez un tout petit peu de sérieux en vous. Les conséquences au niveau de l'énergie, de la pollution, etc. sont génériquement catastrophiques, mais surtout parce que, en tant que tel, je ne crois pas que nous avons envie de vivre dans un monde d'algorithmes. Regardez les milliardaires et hommes d'État qui frétillent aujourd'hui d'excitation devant la structure phallique de nos hideuses fusées, alors même que leurs regards se sont détournés de la véritable beauté, celle du fragile et du vivant, dans nos forêts mourantes, qui, je le rappelle, ces forêts ne sont pas les poumons de la planète, ce ne sont pas des organes qui remplissent une fonction, mais sont en tant que tels le lieu de la vie. Il faut quand même être violemment mutilé de l'encéphale, je crois, pour préférer un monde de pixels, de fibres et d'entrepôts automatisés à un univers où on peut entrer dans une librairie et feuilleter des ouvrages qu'aucune intelligence artificielle ne vous recommandera jamais parce qu'ils ne sont pas bankable. Alors, ce que je vous raconte là n'est manifestement pas évident pour tout le monde. Je viens de sortir de mon laboratoire, le laboratoire de physique subatomique et de cosmologie, pour venir faire cette conférence. Et je suis passé devant les bâtiments presque tout neufs du Crédit Agricole. Au rez-de-chaussée, il y a des écrans géants. Donc un écran vraiment super géant. Je crois que c'est le plus grand écran que j'ai jamais vu de ma vie. Il est allumé tout le temps. Des images insipides défilent dans une salle essentiellement vide. Et on se dit sérieusement, il y a une vraie personne, un être humain, qui a décidé qu'il fallait installer ces trucs. Que le monde serait mieux avec ces dalles que sans elles. Il ou elle, le décisionnaire, sans doute haut placé, parce que ça doit coûter quand même très très cher, pense donc qu'en affichant ainsi aux yeux de tous leur puissance financière, leur mépris de la nature, leur mépris de la vie, leur mépris de leurs enfants, leur incompréhension drastique de la situation du monde, leur crachat sur l'avenir, leur destruction décomplexée, ils se rendent attirants. Ils se disent « Tiens, j'ai donc envie de leur confier mon argent, voyant à quel point ils ont la vulgarité facile. » C'est étrange, mais c'est ce qui a lieu. Regardez Twitter. Maintenant, tout le monde le sait. Tout le monde sait qui est Elon Musk. Ça fait longtemps que je le dis, mais c'est même pas une attaque ad hominem, ça ne m'intéresse pas tellement cela. C'est ce dont il est l'image. Le pire du pire. Tesla, SpaceX, tout cet enfer. Et maintenant, Twitter. On voit bien que le niveau de prédation, de mépris, de dangerosité, de désinformation, de violence et de nullité intellectuelle atteint quand même ici son paroxysme. Et beaucoup d'articles de presse continuent à constituer, pour l'essentiel, des compilations de tweets. Ces gens ne se disent pas « ça suffit cette merde ». Et les organismes de recherche, les ministères, et je crois, je n'ai pas vérifié, mais je crois même la présidence de la République, continuent de communiquer sur Twitter, le réseau délinquant, presque le réseau terroriste. C'est tout de même étonnant. Prenons un peu de recul. Mes 3 chiffres usuels. En quelques années, nous avons éradiqué à peu près les 2/3 des insectes. En quelques décennies, nous avons éradiqué à peu près les 2/3 des mammifères sauvages. En quelques millénaires, nous avons éradiqué à peu près les 2/3 des arbres. La vie sur Terre est en train de mourir. Environ 800 000 êtres humains meurent chaque année de la pollution dans la seule Europe. Une étude récente montre que les particules fines ont fait baisser l'espérance de vie mondiale de plus de 2 ans, et l'eau de pluie est maintenant partout sur Terre impropre à la consommation. Alors souvent, quand je fais une petite conférence, j'en fais de moins en moins, j'aime bien ajouter quelques éléments d'actualité. Là, je ne vais pas le faire. D'abord parce que je n'ai pas eu le temps. Mes excuses, j'ai passé les 3 dernières semaines à l'hôpital pour mon fils. C'est un peu un enfer, on ne sort pas de cet accident terrible qui a touché ma famille. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que l'hôpital fonctionne encore, grâce à l'abnégation et à la puissance des soignants, mais de moins en moins bien. Ça se voit déjà, et je crois qu'il faudrait peut-être en tirer les conséquences.
Toujours est-il que je n'ai donc pas eu le temps de regarder l'actualité écologique des derniers jours. Mais enfin, grosso modo, nous sommes à peu près dans la situation des alcooliques qui se disent que pour s'en sortir, il va falloir boire de plus en plus. Ça, c'est la solution technique. La technique nous tue, donc trouvons la technique pour contrer les problèmes techniques. Bien. On découvre que les co-extinctions vont engendrer des hécatombes. On découvre que tous les records de température ont été récemment battus. Et on découvre que la disparition des seuls insectes pollinisateurs, ce qui est un tout petit bout du problème, engendre vraisemblablement 500 000 morts prématurées par an. Imaginez si le terrorisme en faisait le 10e. Nous serions déjà en guerre mondiale. Le monde se délite, et je suis un peu là de l'exposer. Alors, il va falloir faire preuve, nous dit-on, de sobriété. Bien, bien. C'est un peu étrange de le découvrir maintenant, mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Ce qui est infiniment triste, c'est de le voir et de l'entendre présenter comme s'il s'agissait d'un effort, comme si c'était une mauvaise nouvelle. Vraiment, c'est une perte de remplacer de la chair animale, donc disons des morceaux de cadavres, d'êtres vivants sensibles, par des délices végétariens, et je vous assure, il y a de quoi être gourmet et gourmand. C'est un effort de remplacer un talk-show insipide par un livre. C'est un effort d'apprendre à marcher sur un sentier sinueux, avec respect et émotion, et non plus à consommer de la montagne avec son GPS et son iPhone. Vous voyez le problème? C'est de ressentir comme une contrainte et une perte ce qui, suivant tout critère un peu raisonnable, relève en réalité d'un enrichissement. Et au-delà de ces considérations générales, regardons un instant par le petit bout de la lorgnette. Bien sûr, le monde s'effrite, ça c'est normal parce qu'il est intenable. Mais vous croyez vraiment qu'il est raisonnable, alors que l'énergie va manquer, alors que les perturbations de toute nature vont mécaniquement se multiplier, de mettre des cartes électroniques et des bus informatiques partout? Je ne parle même pas du fait que c'est intrinsèquement laid, comme je l'ai expliqué. Je demande juste, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est sérieux de faire en sorte que plus rien ne fonctionne sans réseau et même sans électricité, alors que cela représente évidemment, d'un point de vue purement ingénierique, une vulnérabilité? Vous savez qu'aujourd'hui, nos dirigeants d'université paniquent parce qu'on aura peut-être des délestages de 2 heures d'électricité. Et on se dit, oui, mais si ça tombe au moment où les portes du labo est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Oui, en même temps, on aurait peut-être pu garder des serrures sur les portes. C'était pas si invivable que ça de mettre une clé dans une serrure. Franchement, il va falloir, je crois, être un peu sérieux. Renoncer aux poubelles connectées et aux aspirateurs qui postent les photos en direct sur Facebook, c'est pas refuser le progrès. C'est résister à la folie et faire preuve d'un peu de conséquence. J'avais promis d'être court, je vais être un peu plus long. Bon, vous me le pardonnerez. Hein. De toute façon, j'ai décidé d'être un voyou, donc vous me le pardonniez ou pas, je le fais. C'est difficile de ne pas être totalement bipolaire avec ces questions. Et je vais donner un exemple, c'est celui du site internet Futurascience. C'est caricatural. Je le cite parce que la qualité de ces pages est excellente. Les articles, en particulier en physique, du légendaire Laurent Sacco sont irréprochables. Les meilleurs de la toile, à mon avis. Mais ce qui laisse sans voix, c'est le niveau de schizophrénie de l'ensemble. Y alternent des nouvelles terribles, terrifiantes sur l'état du monde, des dossiers lucides et documentés sur la catastrophe, littéralement désespérants, et cela donc, disais-je, alterne avec des brèves d'apologie à peine cachée du grand cirque techno-zinzin, qui est précisément la cause de ce qui est par ailleurs présenté comme terrible. On s'extasie devant les fusées, les gadgets informatisés, les exploits grotesques de dernière appli avec IA, le techno-solutionnisme le plus naïvement délétère apparaît comme une solution miracle. Récemment, par exemple, vous regarderez, il y a un article sur le nouveau moteur d'avion zéro carbone. C'est le titre de l'article. Et on découvre en le lisant qu'en fait, au mieux, il réduira de 25% la consommation, on est donc très loin du zéro carbone, et il n'y a aucune réflexion sur le fait que quoi?
que le vrai problème du tourisme, ce n'est pas l'émission de CO2 des avions, c'est le tourisme en tant que tel. C'est d'aller consommer de l'ailleurs. Alors, plus sérieusement, et en guise de conclusion, nous ne sommes pas dans un problème de réchauffement climatique. D'abord parce que ce dernier n'est qu'un petit élément du point de vue de l'effondrement dans lequel nous nous trouvons. Même sans un seul degré de réchauffement, vous savez que nous serions dans la 6e extinction massive. La pollution des airs, l'acidification des océans, la stérilisation des sols, l'artificialisation des espaces de vie, l'introduction d'espèces invasives jouent un rôle au moins aussi important que le CO2. Mais il y a pire que cela. En fait, et pour reprendre les mots de mon ami le philosophe Jean-Luc Nancy, nous sommes, je crois, dans une maladie de l'esprit. Nous aimons détruire, dévaster, éradiquer, et nous nommons cela croissance, progrès. Des hommes en costume, des femmes en tailleur, dans les ministères ou à la tête des grandes entreprises, ensorcelés, s'évertuent à faire en sorte qu'aucune question fondamentale ne soit posée. Non pas parce qu'un grand complot sourdit derrière nous. En fait, c'est encore pire. C'est juste parce qu'ils ou elles n'ont encore rien compris. Juste parce qu'ils sont drogués à leurs certitudes erronées. Il s'agit, me semble-t-il, bien plus de médiocrité que de machiavélisme. C'est un peu hallucinant, mais certaines personnes saines d'esprit pensent encore qu'Elon Musk représente un horizon de désir, un bien, un mieux. Nous en sommes encore à ce niveau d'abrutissement ou d'hébétude. Tant que la vie, avec sa poétique, diaprée, incertaine, avec ses errances et ses fissures, avec ses nuances et ses mutations, demeurera pour nous sans saveur et sans valeur, tant que les jouets funestes des milliardaires geeks seront notre horizon, nous n'avons, je crois, absolument aucune chance. Ça n'a rien à voir avec nos bilans carbone. Alors, c'est pas très grave que vous soyez ingénieur ou non. Finalement, vous n'êtes pas ingénieur. Vous êtes des êtres humains qui doivent aujourd'hui choisir s'ils désirent éradiquer ce qui reste de beauté dans une sorte de dernière éjaculation nihiliste, ou s'ils souhaitent inventer un avenir un peu plus sensé et un peu plus possible. Votre compétence technique rend, dirais-je, votre compréhension sans doute plus difficile. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas l'élite face à cette pensée. Nous sommes plutôt les prolétaires, parce que nous manquons de la vision globale, paradigmatique, holistique, qui est absolument indispensable pour les conclusions opportunes. J'ai presque fini. Ne laissons plus personne dire « qui aurait pu le prévoir ?» Tout est connu, tout est clair, au moins pour ceux qui ont accès à l'information. 2 remarques finales concernant les inégalités extraordinaires de ce temps, qui ne sont évidemment pas hétérogènes à la catastrophe écologique dans laquelle nous nous trouvons. D'abord, concernant, disons, l'injustice de la répartition des richesses. Elle est évidente, terrible, à mon avis, injustifiable et inacceptable. À l'échelle mondiale, y mettre fin sauverait d'innombrables vies. Mais je voudrais ajouter quelque chose d'un peu positif pour une fois, qui, comprenons-le bien, est tout sauf une invitation ou une injonction à accepter l'ordre établi, bien au contraire. Mais franchement, en contrepoint de ce caractère révoltant, dès lors qu'on ne se trouve pas dans une situation de détresse vitale, que peut-on envier au monde pauvre des super riches? Sincèrement, les jalouser, c'est vraiment manquer d'ambition. Vous savez, c'est un peu comme quand on croit que l'Afrique rêverait d'être l'Europe. C'est très mal connaître la richesse et la fierté de leurs imaginaires. Tout cela pour dire, ces univers de luxe suranné, de yachts, de palaces, de week-ends à l'autre bout du monde, de jets, de villas avec piscine, et bientôt donc de voyages spatiaux, c'est juste l'horreur. C'est pas seulement démesurément ringard et ostensiblement violent, c'est littéralement nul. C'est le contraire de la vie et de la beauté. Nous avons, je crois, une formidable chance de n'être pas prisonniers de cet enfer. Ayons pitié de la pauvreté réelle
de la richesse obscène. Le monde, je crois, que c'est un poème au coin du feu avec l'ami ou l'aimé. Et ça, personne ne peut nous le prendre. Et enfin, je pense au bel ouvrage de Graeber et Wengrove. Je crois que la bonne question, ce n'est pas celle de l'origine des inégalités. C'est plus profond que ça. Les travaux scientifiques tentent aujourd'hui à montrer que nos prédécesseurs, je veux dire au Paléolithique et au Néolithique, ont été infiniment plus explorateurs que nous le pensions. Ils étaient éminemment politiques. Ils essayaient, ils tentaient, et quand ça ne marchait pas, ils essayaient tout autre chose. La vraie question n'est donc pas pourquoi nous sommes-nous plantés. Elle est plutôt pourquoi, sachant que nous nous sommes plantés, n'essayons-nous pas tout autre chose, comme nos prédécesseurs l'ont toujours fait. Nous ne sommes pas les premiers à connaître l'échec, mais nous sommes sans doute les premiers à nous y vautrer avec une suffisance vile et à emmener tous les autres avec nous. Merci. Merci beaucoup pour ces discours qui fait réfléchir. On va pouvoir maintenant passer au temps des questions. Donc on va être 3 à faire circuler, on a 3 micros, on va les faire circuler. Donc vous levez la main et on vient vers vous. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'avais juste une première petite question. Vous avez dû discuter avec beaucoup de monde, pour avoir fait pas mal de conférences et tout ça. Et à chaque fois, j'ai l'impression que vous répétez la même chose. Et j'aimerais bien savoir si vous avez l'impression que les gens comprennent ce que vous dites. Par exemple, quand vous allez au MEDEF et que les gens vous applaudissent après, alors que vous les insultez littéralement dans votre discours. Qu'est-ce que les gens retiennent de votre discours? Et pourquoi est-ce qu'il y a personne qui se dit mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être changer quelque chose, quoi. Oui. Alors, d'abord, j'essaye quand même de ne pas dire tout le temps la même chose. Et je fais effectivement de moins en moins d'interventions parce que, si vous avez vu le film Don't Look Up, j'ai pas envie d'être astrophysicien de Don't Look Up, qui est le mec qui fait le tour des plateaux télé et qui finalement, avec les meilleures intentions du monde, est en train de nourrir le système qu'il croit être en train de critiquer. Et je pense que c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que dès lors qu'on a un discours qui est recevable, où effectivement je reçois 20 invitations par jour, en fait ça pose énormément de problèmes, parce que ça reviendrait en fait à faire fructifier une parole qui est audible. Et si on rentre là-dedans, on est exactement dans la négation de ce qui me semble important. Donc là, je suis content d'être là parce qu'on est à Grenoble et que j'habite à 500 mètres, mais je crois effectivement que la bonne manière de pratiquer la décroissance que je prône, qui n'est évidemment pas une décroissance fondamentale, puisque l'amour, l'imagination, la créativité, l'amitié, l'entraide peuvent croître, juste la décroissance de la prolifération de ce genre de trucs, c'est juste ça dont il est question. Ma manière à moi de l'appliquer, c'est de ne pas faire tourner cette parole, c'est de ne plus mettre les pieds sur un plateau télé, c'est d'avoir fermé Twitter et Facebook, etc. Au-delà de ça, sur le fond, ce que tu dis est évidemment très pertinent, c'est un peu bizarre, effectivement, d'aller au MEDEF, de dire à des gens vous êtes presque des terroristes finalement, et puis à la fin dans les couloirs, je peux faire un selfie de fou avec ma fille, elle est fan. Et on se dit non, il y a un truc qui ne va pas quand même. Donc effectivement, soit c'est parce qu'ils n'écoutent pas, soit c'est parce qu'on fait partie de la petite parenthèse subversive qui en réalité conforte un système dans son fonctionnement, soit en fait on a tous très bien compris, mais on a besoin d'une forme de schizophrénie pour survivre. Alors, je ne suis pas psychologue, donc il ne m'appartient pas de trancher entre ces différentes hypothèses. Disons que globalement, il me semble qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est moins un problème d'information qu'un problème de valeur. C'est-à-dire que la plupart, je pense, des gens qui se sont un peu intéressés à la question, y compris donc des chefs d'entreprise ou des dirigeants politiques, qui, pour certains, sont quand même des gens très bien intentionnés, hein. Faut pas croire que c'est un monde de salauds, c'est juste pas vrai, en fait. Et dans ces gens-là, je pense que le problème qui perdure, c'est qu'on se dit, il va falloir se serrer un peu la ceinture, comment continuer à faire la même chose avec un peu moins d'externalités négatives. Et si on se dit ça, c'est perdu d'avance. En fait, la question pour moi, quand j'en ai discuté avec des chefs d'entreprise, c'est pas de se dire
comment continuer à faire croître mon chiffre d'affaires en émettant moins de CO2. C'est comment faire décroître mon chiffre d'affaires. Et ça, c'est un pas qui est très dur à passer, parce qu'on a été biberonné à un système axiologique qui est l'inverse de ça. Donc, voilà. Donc je crois que c'est là qu'est véritablement le problème, en fait, au niveau du système symbolique. Et juste, est-ce que c'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez tendance à devenir de plus en plus, pas extrême, mais à invectiver de plus en plus directement les gens, peut-être jusqu'au moment où vous serez plus audible? Oui, enfin bon, mon cas particulier n'a aucune importance en fait, hein. Mais effectivement, comment dire, vous avez peut-être raison en fait. Je crois que j'ai été voir les gens de HEC il n'y a pas très longtemps, et quand ils m'ont demandé comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'école, je leur ai répondu en fermant l'école. Tout le monde a applaudi. Ok, et là j'ai reçu il y a 3 jours là, un nouveau mail. Ah, on a une nouvelle grande rencontre HEC, s'il vous plaît, faites-nous l'honneur, je crois que c'est la conférence inaugurale. Et là on se dit effectivement, il y a un truc bizarre quand même. J'y vais pas d'ailleurs, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Est-ce qu'on a besoin d'avoir la petite montée d'adrénaline comme ça, où on se fait traiter de con par un type aux cheveux longs et du coup on a l'impression d'avoir, qu'on a frissonné? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose d'un petit peu plus profond qui fait que, bon voilà, on commence à l'intégrer? Sincèrement, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Toujours est-il que, maintenant, si j'essaie d'être un peu moins comique, d'être un peu plus sérieux, mon avis quand même, sincère maintenant, c'est que les choses factuelles, elles commencent à être connues, à moins vraiment de chercher à ne pas les connaître. Voilà. Et donc la question, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce qui fait que le système de désir peut être infléchi? Et moi, par exemple, j'ai eu une voiture de sport dans le passé, donc je comprends très bien le plaisir que ça peut susciter, puisque je suis passé par là. Aujourd'hui, c'est pas simplement que je n'en ai plus pour être en accord avec mon discours, c'est que j'en ai plus envie, en fait. C'est qu'aujourd'hui, je me sentirais ridicule à rentrer dans un V8, quoi. Enfin, dans le V8 même, je serais mal, mais je veux dire, dans l'automobile équipée d'un V8. Et donc, c'est ça le truc, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, en fait, c'est plus simplement un effort qu'on fait, c'est une redéfinition des valeurs globales. Et c'est vrai que quand on regarde, je suis pas trop le foot là, mais l'autre là qui est parti, je sais plus, aux Émirats Arabes Unis, c'est ça, et qui ne pourra pas vivre dans une villa de moins de je ne sais pas combien de dizaines de millions d'euros, et en attendant il passe son temps dans des suites de je ne sais pas combien de centaines de mètres carrés. Regardez l'image que ça renvoie aux gamins. Voilà, quand on a réussi, c'est ça qu'on représente. C'est dramatique en fait, c'est fondamentalement dramatique. Non pas parce que on devrait mépriser le foot, moi j'aime pas le foot, mais je respecte parfaitement qu'on aime le foot, en tant que tel, c'est sympa le foot. Il y a des gens qui sont des artistes du foot, je suppose, grand bien leur face. Mais le fait de se dire que la réussite, que l'excellence dans son domaine doit mécaniquement conduire à ce genre d'aberration comme étant un mieux, c'est démentiel en fait. Quand on y pense, c'est démentiel. Et ça, c'est très difficile à inverser. Bonsoir, merci pour cette intervention. Moi, je me posais la question à propos de ce que vous avez dit sur l'intelligence artificielle. Après je m'en doutais. Au début de la conférence. Normalement, le cycle où ça va, c'est vraiment dans une croissance aberrante. Et moi, travaillant dans ce domaine, je me dis comment combattre cette croissance. Et comme je vous ai inventé, le ChatGPT qui vient juste de sortir, alors ça sortira un autre d'ici quelques mois, encore plus développé. Je me dis, mais comment étant travailler dans cela, comment arrêter ça? Et pensez-vous que cela peut arrêter? Parce que je trouve ça... Oui, bien sûr, mais enfin, écoute, je vais donner un exemple pratique. Voilà, j'ai un téléphone portable comme tout le monde. Bon, c'est un Fairphone, mais ça ne change pas grand-chose, c'est surtout pour me donner bonne conscience. Parce qu'en pratique, on sait bien que c'est plus une astuce de bobo qu'une véritable révolution. Ok. Quand on clique vers la droite, là, quand on balaye vers la droite, il y a des news. Bon, pendant un certain temps, je les ai regardées. Parce que voilà, parfois dans le tram, on ne sait pas quoi faire, et on regarde l'actualité. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, ces news n'étaient pas du tout aléatoires,
que c'était un putain d'algorithme qui était en train de les optimiser pour corroborer mes propres croissances, mes propres connaissances, mes propres biais, mes propres attentes, mes propres désirs. Donc si je crois que la Terre est plate, on va me proposer que des vidéos qui disent que la Terre est plate. Mais quand bien même vous êtes un platiste, vous n'êtes quand même pas débile au point de ne vouloir entendre que ce que vous croyez déjà. C'est quand même le niveau zéro de l'intellection. Et toujours est-il qu'une fois que j'ai compris comment ça marchait, je me suis à nouveau mis à acheter des journaux. Maintenant, je relis Le Monde diplomatique et ma vie est redevenue agréable. Je veux dire que ce n'est pas un effort. Je ne me suis pas dit, tiens, pour décarboner notre société, parce qu'en plus, ça émet du carbone aussi d'imprimer un journal de toute façon. Mais c'est pas ça le but. C'est pas une façon de contrer les choses pour bien faire et pour de nobles raisons éthiques. C'est juste qu'en fait, c'est nul. C'est juste intrinsèquement nul, fondamentalement nul. Et même quand vous avez regardé, vous faites une commande sur un site web, après vous n'avez plus que des pubs pour ce que vous avez commandé. Mais je l'ai acheté ma poêle, j'en ai donc plus besoin. Elle est débile, l'IA. Elle va me proposer pendant 2 mois de racheter une poêle, mais je viens de l'acheter, donc j'en ai plus besoin. Ça marche comme ça, en fait. C'est juste nul, en fait. C'est pas efficace. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Et combien même ça marcherait. C'est-à-dire que le truc deviendrait plus élaboré et anticiperait que maintenant, il faut me proposer une casserole. Bon. Est-ce que j'aurais vraiment envie de ça? Est-ce que j'aurais envie que mon ordi me dise ce que je dois acheter comme ustensile de cuisine? Et je crois qu'en fait, on perd juste rien à mettre tout ça à la benne, quoi. Enfin, non, on perd jamais rien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a toujours une balance bénéfice-risque. Il y a toujours un bénéfice. Évidemment qu'il y a un bénéfice. On pourra tous trouver un exemple d'utilisation louable de n'importe quelle technologie. Mais s'il vous plaît, regardez la totalité de la balance. Vous ne pouvez pas juste regarder parce que ça va être positif. Franchement, la 5G par rapport à la 4G, c'est démentiel. Les gens n'arrivaient pas à trouver des arguments. Il n'y en avait pas d'arguments. Le seul argument qu'on a trouvé, c'est peut-être, je vous assure, dans des journaux sérieux, c'est peut-être que lors d'une intervention chirurgicale à Sydney, le médecin pourra mieux parler avec son collègue à Stockholm et il n'y aura pas les quelques, je ne sais pas combien, millisecondes de temps de latence. Alors qu'il y a un gamin qui meurt de faim toutes les 5 secondes dans le monde. Mais c'est obscène comme argument. C'est juste obscène. Il n'y a pas d'argument positif. Alors que les externalités négatives sont monstrueuses. Vous multipliez par 4 la consommation, vous multipliez à peu près par 4 la pollution, etc. Donc c'est un coût monstrueux pour un gain quasiment nul. Et je crois que c'est un peu la même chose avec tout ça. En ce moment, les artistes s'inquiètent de ce que les maquettes, les jaquettes sont faites par des IA. Alors moi, je préfère la musique à la peinture. Du coup, j'ai tapé sur YouTube musique composée par une IA. Bah putain, Mozart n'a pas de souci à se faire. Tout va bien. Tout va bien pour les compositeurs, je vous assure, tout va bien. Oui, moi j'aurais une question, c'est que vous parlez beaucoup du fait qu'on est coincé dans un système. On est coincé dans un système, on est biberonné depuis la naissance, et on est bloqué là-dedans. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a une possibilité de sortir de ce cycle où, enfin, je parle à grande échelle, je ne parle pas juste en tant qu'individu, parce qu'en tant qu'individu c'est possible, mais à grande échelle, est-ce que c'est vraiment possible d'enclencher un changement global et de sortir du système de la croissance? Alors en fait, je ne sais pas. Et je pense de choses contradictoires. C'est-à-dire que si on regarde à l'échelle microscopique, la réponse est non. Je ne suis pas du tout optimiste, je ne crois pas que c'est possible et je ne crois pas que ça va se faire. Bien sûr qu'il y a un pays, par exemple, qui est déjà une petite échelle au niveau mondial, une grande échelle au niveau local, qui ambitionnerait de s'extraire d'un objectif de croissance, se trouverait instantanément marginalisé par rapport à ses compétiteurs. Donc je crois que ça ne va pas se faire. Voilà. Soyons bien clairs, je ne pense pas que ça va avoir lieu. Et on peut trouver 10 000 autres raisons pour lesquelles ça ne va pas se faire. Où on parle parfois de la pression populaire. On se dit parfois qu'il faudrait plus de démocratie. Non mais attendez, vous croyez que plus de démocratie, ça fait que les gens, là, ils vont aller manifester dans la rue en disant « on veut moins, on veut moins, on veut moins ». Je ne crois pas que ça va avoir lieu, ça. Donc la première réponse est non. Maintenant, prenons un deuxième niveau de dézoom. Et regardons encore plus loin. Je vais en rester au réchauffement climatique, qui, comme je viens de le répéter pendant une demi-heure, n'est qu'un petit aspect du problème. Mais contentons-nous de celui-là pour cette réponse. Les gaz à effet de serre, comme vous le savez, n'ont pas de processus d'épuration chimique.
Ils n'ont que des processus d'épuration physique, donc essentiellement l'équilibrage des pressions partielles et la nucléosynthèse. Ce qui veut dire que le temps d'épuration est de l'ordre de 10 000 ans. 10 000 ans, c'est l'infini à l'échelle de l'humanité. Bon. Ce qui veut dire que ce qui est émis ne sera pas absorbé. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui veut dire que dans 30 ans, 40 ans, 20 ans, je ne sais pas, quand vraiment tout le monde, même Donald Trump, qui sera mort j'espère, mais ses successeurs, auront compris qu'on s'est planté, qu'on s'est incontestablement planté, qu'on n'aurait pas dû le faire, parce que c'est certain que ça va arriver, là on ne pourra pas revenir en arrière. Et on est en train de se dire en ce moment, on ne peut pas, ce serait trop dur de sortir de notre système économique, ou politique, ou axiologique, bon, notre système tout court on va dire. Mais maintenant, comparons avec retirer le CO2 de l'atmosphère. On voit très bien que c'est quand même dingue de se dire qu'on va renoncer à une simple décision politique qui pourrait être prise autour d'une table de négociation, alors qu'on va se retrouver avec quelque chose qui, du point de vue physique, est extraordinairement plus dur à contrer, puisque ce n'est même vraisemblablement pas contrable. Les espèces qui auront disparu. Les êtres qui seront morts. Les forêts qui ne seront plus là ne seront plus là. Hein, vous savez que les arbres là qu'on replante pour absorber du CO2, plus de la moitié crèvent. Et oui, des êtres vivants, hein, ce n'est pas des objets d'ingénieurs. Il ne suffit pas de les mettre en terre pour que, hop, ça pousse et il n'y a plus de CO2. Ça ne marche pas. Donc en fait, voilà mes deux niveaux de réponse. Si on regarde comment ça marche en ce moment, on regarde les rapports de force, on regarde l'organisation géostratégique, on regarde les groupes de pression sociale, on regarde les lobbies, la réponse est non, ça ne va pas changer, ça ne peut pas changer. D'ailleurs, on le voit bien, ça va de pire en pire. Voilà, donc c'est un fait. Et je ne crois pas que ça va s'améliorer. Mais si on dézoome un peu, on se dit on est une civilisation extraterrestre, on est des aliens, on regarde la Terre et on se dit ces gens qui se nomment Homo sapiens pensent qu'il est plus dur de se mettre autour d'une table pour changer un peu les règles du jeu que de devoir ensuite épurer une atmosphère qui sera devenue invivable. Ils sont vraiment débiles. Bonsoir. Oui. Ah, si. Il y a quelqu'un d'autre qui veut une question ? Ouais, je voulais poser une question, mais je ne sais pas si bon. Alors, en fait, j'en ai 3 de questions. Voilà, je suis prof de microélectronique à FENMA, mais en fait, c'est pas du tout sur la microélec et en tant que prof que je veux parler, c'est en tant que maman. J'ai 3 garçons, donc j'ai 3 questions. Et parce qu'en fait, vous avez parlé de bipolarité, et moi, je suis devenue complètement bipolaire. Je sais plus quoi faire. Alors, première question. J'ai mon aîné, il a 18 ans, il est en licence de bio, et en fait, il veut faire un master en biodiversité. Et qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, bah écoute, mon fils, en fait, pour remettre des écrevisses dans le Guémort, parce qu'on habite Saint-Pierre-Chartreuse, ou avoir plus de pollinisateurs, donc entretenir la ruche là, qui nous a fait acheter, bah en fait, t'as pas besoin de faire 5 ans d'études, c'est débile. En fait, tu t'y mets tout de suite, tu t'occupes des abeilles, tu t'occupes de planter de la labourage dans le jardin pour les abeilles, et puis ben voilà, des éleveurs d'écrevisses, on en connaît, et puis tu te maques avec eux, et puis tu replantes tout de suite. Je sais pas quoi lui dire. Après, j'ai mon deuxième. Mon deuxième, lui, il adore le service, c'est-à-dire être serveur. Il est passionné par les gens qui, dans les grands hôtels, font du service de table en table. Qu'est-ce que je lui dis ? Mon fils, c'est débile en fait, ces grands hôtels, c'est nul, je veux dire, c'est la clé du monde, c'est que du tourisme. Ou alors je lui dis, en fait, ouais, c'est vrai que c'est beau d'être au service des autres. Et c'est beau, en tant que serveur, de savoir les faire rire. Et je trouve qu'on n'en trouve pas beaucoup des gamins de 15 ans qui ont envie d'être serveurs. Et puis après, j'ai le dernier qui a des cheveux longs, qui a 12 ans, et qui est complètement geek. Mais geek, en fait, il est ça commence à bien. Java. Ça commence à bien. Et qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis quoi ? Je lui dis, mais en fait, et alors lui, intelligence artificielle, on a beau lui demander d'appeler ça bêtise artificielle, il ne peut pas s'empêcher, il est passionné par ça, il lit tous les articles. Qu'est-ce que je dis à un gamin de 12 ans qui arrive à s'émerveiller de la technologie, qu'en fait, c'est pourri ? Qu'est-ce que je lui dis ? Voilà, en fait, voilà, vous voyez, c'est ça mon dilemme. Oui, je comprends, évidemment. Moi, j'avais un jour fait
une réponse à une question un peu similaire. C'était une conférence pour le truc de Jean Covici, là, pour le Shift Project. Je suis aussi papa. Je pense que c'est une question différente. Finalement, là, j'essaye de vous convaincre. J'essaye de faire passer un message. Et je suis même peut-être parfois un peu violent d'ailleurs. Je vous dis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'avez rien compris. C'est un peu dédaigneux de ma part, mais je m'en fous. De toute façon, si ce que je dis vous plaît pas, ça va pas vous blesser outre mesure. Je suis même pas votre prof, je suis pas votre ami. Si vous êtes heurté par ce que je vous raconte, vous vous direz en sortant, bah, c'est un sale con, et puis je continue ma vie, vous continuez la vôtre. Quand on est parents, c'est un peu différent. Parce qu'on est dans une situation quand même de capacité de déstabilisation et d'infléchissement qui est très forte. Et je crois que, oui, être parent, c'est une et une seule chose finalement, c'est l'inconditionnalité de l'accompagnement. Donc moi, je pense que, pour le coup, il est plutôt bienvenu d'être un peu schizophrène. Moi, je crois qu'on peut être militant, y compris dans sa famille, mais que néanmoins, face à un choix qui est tout autre, la parentalité, c'est, à mon sens, l'accompagnement inconditionnel. C'est d'ailleurs même le seul cas où c'est inconditionnel. On peut toujours divorcer, on peut toujours se fâcher avec un ami, on peut démissionner d'un patron qui est insupportable, mais on ne peut pas cesser d'être parent. Et donc je crois que c'est la seule chose sur laquelle, quand on donne la vie, c'est juste à ça qu'on s'engage en fait. C'est à être là et à aider, même quand l'autre choisit le chemin qui nous serait le plus incongru ou le plus détestable. Après, sur les cas particuliers que vous mentionnez, juste deux petites remarques. C'est vrai, hein, bien sûr, je suis d'accord avec vous, les études longues ne sont pas forcément nécessaires pour s'occuper d'écrevisses ou d'abeilles, et en même temps, j'aime bien l'idée quand même que les études ne soient pas que professionnalisantes, que l'acquisition de connaissances ce soit pas seulement pour être efficace dans un métier, mais que ce soit aussi une formation de ce qu'on est, au-delà de ce à quoi on sert. C'est pour ça que je suis très content de faire un petit cours de philo à Felma, parce que ça ne servira absolument à rien dans le métier d'ingénieur, mais je remercie la direction de l'école d'avoir permis ça. C'est un cours inutile du point de vue professionnel, mais j'espère un peu enrichissant du point de vue personnel. Et puis pour le second, finalement, moi j'ai la conviction qu'on peut avoir un rôle déconstructeur de toutes les manières possibles et dans toutes les situations envisageables. C'est-à-dire que, quand bien même nous voudrions être très efficaces par rapport à certaines idées écologiques, je crois que ce ne serait pas du tout une bonne idée que tout le monde devienne militant de telle ou telle association, que tout le monde, d'un seul coup, passe à l'élevage de chèvres dans le Larzac. Je crois que ça ne marcherait pas du tout, en fait. Et donc, que ce soit via une activité de service, je crois qu'il y a un moyen de subversion, même dans cet environnement-là. Bon, et puis pour le geek, il est encore jeune. Bonsoir, j'espère couper la parole à personne cette fois. Moi, je ne suis pas étudiante en ingénierie, je suis étudiante en économie du développement. Alors, je reconnais facilement que le souci, c'est qu'il y a économie et développement en intitulé. Et je demande souvent à mes professeurs quel modèle de décroissance on peut développer pour les pays dits en développement, donc les pays les plus pauvres en réalité. Et les deux questions que j'aurais pour vous, c'est pensez-vous que c'est notre responsabilité de financer parce qu'en fait financer le développement c'est maintenir notre modèle et même l'étendre, ce qui me pose problème. En même temps, on a aussi une responsabilité de financer au moins l'aide humanitaire et peut-être sûrement aussi ce qui s'appelle l'aide au développement. Et enfin, est-ce que vous pensez qu'on peut éviter de choisir pour les populations les plus pauvres du monde? Parce que finalement, quand on parle, je trouve, d'extinction et d'écologie, on a tendance à parler de nous, des pays occidentaux. Mais pensez-vous qu'on peut éviter de choisir entre... sur le long terme, une extinction pour tous, et à court terme, il y a des gens pour qui on peut, en favorisant la croissance, développer la santé, l'éducation et même un tout petit peu de confort. Et là, quand je parle de confort, je parle vraiment de chauffage et d'augmenter les séances de vie. Voilà, j'aimerais avoir votre avis. Oui, alors évidemment, ça c'est une question très, très fondamentale, et naturellement, je ne prétends pas avoir une réponse claire, ni même une vision... étayé sur ces problèmes.
l'aide humanitaire, je pense, c'est effectivement une question très différente de celle de l'organisation systémique. Je pense que l'aide humanitaire, il ne faut juste pas poser cette question. Il y a des gens qui meurent, on leur file à bouffer. Voilà, c'est tout. Rien ne m'énerve plus que les gens, en particulier de gauche ou d'extrême gauche, qui disent « Oui, mais ça ne résout pas le problème. » On s'en fout que ça ne résolve pas le problème. Ça résout le problème du mec qui est là et qui est en train de mourir. Et ça, je crois que ça doit être fait bien au-delà de ce qui est fait aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est bien, en fait, que ça reste au niveau de la réaction presque spontanée. Voilà. Donc ça, je pense qu'on est très loin de ce qu'il faut faire. Maintenant, en parallèle de ça, ça n'empêche pas évidemment, enfin ça devrait même s'accompagner d'une réflexion systémique beaucoup plus profonde. Et là, je vais faire un peu une réponse vague, mais c'est vraiment ce que je crois. En fait, je suis un peu choqué de nous entendre, vraiment collectivement, je me mets dans le bain évidemment, nous demander qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe là-bas. En fait, ne faudrait-il pas qu'on commence par se départir de nos habitudes paternalistes et qu'au lieu de donner des leçons, nous apprenions. En fait, une seule chose est sûre, c'est que nous sommes la culture qui a planté la vie sur Terre. Je me permets de le redire. Certains se disent « oui, on va peut-être s'en sortir ». Alors d'abord, sur la trajectoire actuelle, je vous promets que la réponse est non. Mais ensuite, c'est déjà fait quand même. On a déjà tué les 2/3 des êtres vivants. C'est fait. On ne peut pas se dire « ça va peut-être aller ». Bah, ça ne va pas aller puisque c'est fait. Et c'est nous qui l'avons fait. Ce n'est pas les Africains, hein, c'est nous. D'accord ? Donc, notre civilisation est, et ça je le dis de façon factuelle, c'est pas une parabole, c'est pas une hyperbole, nous sommes la civilisation la plus meurtrière qui a jamais habité cette planète, du point de vue de la biosphère. Donc nous sommes la civilisation de l'échec et de la prédation. Et donc, on est quand même un peu les derniers qui devraient se permettre de donner des leçons au monde entier. C'est ça qui est très étonnant. Alors, je ne dis pas que toutes les autres cultures sont parfaites et qu'on doit simplement suivre aveuglément n'importe quelle autre culture. Bien sûr que non, c'est idiot, ne faisons pas preuve d'un angélisme niais. Ce qui est sûr, c'est qu'on est la pire. Donc à partir de là, on pourrait quand même peut-être essayer simplement de se dire qu'il y a d'autres manières d'habiter cette planète et que le premier geste, en parallèle de l'aide humanitaire, parce que c'est vrai que notre histoire coloniale fait que nous nous sommes accaparés l'essentiel des biens, donc il est temps qu'on en rende un peu, mais au-delà de ce geste qui est presque, je trouve, instinctif finalement, en termes de modèle et en termes de réflexion systémique et d'organisation géopolitique et économique, on devrait commencer par apprendre des autres. Par exemple, certains ont théorisé l'idée que un des points charnières comme ça de la catastrophe, c'est lorsque l'argent a commencé à créer de l'argent. C'est-à-dire lorsque... Parce que le fait d'accaparer des richesses a une longue histoire. Bon. Et ce n'est pas une invention de la société capitaliste. Pas du tout. Bon. Ce qui est une invention de la société capitaliste, c'est essentiellement le fait que l'argent crée de l'argent. C'est-à-dire qu'on est tous complètement habitués à l'idée, alors en ce moment il y a pas mal d'inflation, donc c'est un peu moins vrai, mais jusqu'à il y a quelques années, on a été habitués à l'idée que si vous aviez 100 000 €, bah, il fallait qu'au bout d'un an, vous ayez 105 000 €. C'était normal. Alors maintenant, on pose, on se dit, mais pourquoi en fait ? Donc je suis déjà riche, parce que j'ai 100 000 € de côté, et parce que je suis riche, sans que je fasse rien, cette richesse doit augmenter. C'est super bizarre quand on y pense. Il y a énormément de cultures dans lesquelles ceci non seulement n'existe pas, mais ceci est même condamné et condamnable. On pourra peut-être commencer par regarder comment ça marche ailleurs, et se dire, c'est vrai qu'il y a un truc bizarre quand même, de notre façon de voir les choses. Voilà, donc c'est une réponse un peu vague. Voilà, je suis désolé, parce que je ne suis pas économiste et que donc je ne suis pas compétent. Mais... commençons peut-être par apprendre... Enfin, je veux dire, vous savez que dans notre modèle macroéconomique, on commence avec une valeur nulle du capital de départ. Ce n'est pas simplement un problème axiologique, c'est un problème mathématique. Et ça ne peut marcher que dans un monde de ressources infinies. Je reprends l'exemple de Jean Covici. Vous savez que quand vous achetez une sardine en boîte, ce que je vous conseille de ne pas faire, vous payez la boîte, vous payez la fabrication de la boîte, vous payez la pêche de la sardine, vous payez le transport de la sardine, vous payez l'essence du bateau, vous payez tout sauf la sardine. La sardine a une valeur nulle. On est bien d'accord, la sardine a une valeur nulle. Parce qu'une ressource naturelle est considérée... C'est une convention, ça. Hein. Il y a beaucoup d'autres cultures où ce n'était pas le cas, bien sûr. C'est une convention macroéconomique. Les ressources naturelles ont une valeur nulle. Ne payez pas le pétrole quand vous faites le plein. Ne payez pas l'essence. Vous payez
Le raffinage, le transport, les taxes, vous ne payez pas l'essence. L'essence a une valeur nulle. Le produit a une valeur nulle. C'est dément quand on y pense. Merci. Je vais faire plus court dans mes réponses, mes excuses. Surtout qu'on ne dit pas grand-chose, il faudrait que ce soit plus concis. J'ai une question. Une question à propos de la recherche scientifique dans un monde futur. Et qu'est-ce que vous imaginez en termes de changement, que ce soit en termes de sujet de recherche, ou aussi sur les modalités ou les moyens de faire cette recherche, et pour essayer que ça soit, d'aller vers une décroissance, mais quand même essayer de continuer à faire de la recherche. Oui, c'est vous qui parlez, d'accord, parce qu'avec les haut-parleurs, je ne sais pas qui parle. Oui, merci, c'est une question importante, je vais essayer d'être bref, concis et néanmoins d'être clair là-dessus. Il y a dans la recherche scientifique en ce moment une prise de conscience, comme partout, avec un désir de diminuer les émissions de CO2. Bon, c'est bien, hein. Ne crachons pas dans la soupe, comme on dit, que nos dirigeants essayent de faire en sorte que la recherche scientifique ait un bilan carbone meilleur, c'est une bonne chose. Okay. Mais c'est quand même epsilon. À mon avis, ce qui est important, c'est pas du tout, parce que ça c'est ce qu'on entend très souvent dire, donc je voudrais être bien clair là-dessus, je ne crois pas, j'ai peut-être tort, hein, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de dire il faut arrêter de réfléchir sur les trous noirs, sur la mécanique quantique, sur la relativité, sur la thermodynamique, il faut tous se convertir en ingénieurs de la décarbonation. Je ne crois pas du tout que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Parce que justement, il me semble que le problème essentiel, il n'est pas technique, il est ontologique. Ontologique, ça veut dire relatif à l'être en tant qu'être que nous avons construit du réel. Et donc, je crois que la science fondamentale est un excellent outil de déconstruction ontologique. D'un seul coup, si vous intégrez vraiment, vous connaissez tous vraisemblablement un peu de relativité et un peu de mécanique quantique. Bon, c'est pas le thème de la conférence, parce que là, je vais repartir pour 2 heures. Mais quand on intègre vraiment ce que ça veut dire, c'est une révolution ontologique extraordinaire. C'est un autre monde qui apparaît devant nous. Et c'est exactement ce dont on a besoin de créer des autres mondes. C'est ça qui peut nous sauver. Donc en fait, je pense que la question de la science du futur, elle est très importante. Parce que la science n'est pas en position neutre. Elle est en position dominante, voire hégémonique dans les rapports de force. Et je pense que la même science peut être soit un outil de corroboration de l'ordre établi, et en ce sens, elle serait complice du massacre, soit un outil de questionnement, de déconstruction et d'exploration au-delà du déjà connu et du déjà su. Mais donc, si je résume ce que je suis en train de dire, ça ne voudrait pas dire, par exemple, il faut continuer la recherche en relativité générale, merci pour moi, et abandonner l'ingénierie en microélectronique. Ça serait beaucoup trop facile de le dire comme ça, beaucoup trop caricatural et beaucoup trop faux. Je pense que c'est pas ça la question. C'est pas de se dire quels sont les sujets qui ont droit de poursuivre et ceux qui n'ont pas ce droit. D'abord, je n'ai aucune légitimité pour l'établir, et d'autre part, je crois que c'est pas la question. La question, c'est comment on le fait. C'est dans un sujet donné, est-ce qu'on fait de la recherche dans ce sujet pour sur-entériner le monde tel qu'il est, ou est-ce qu'on le fait pour tenter de proposer des outils d'extraction? Et ça, je crois qu'on peut le faire dans toutes les disciplines. Voilà, c'est ça mon avis. Bon, et si en même temps, évidemment, on peut quand même éviter d'aller faire des confs à l'autre bout du monde pour lesquels on fait 2 fois 12 heures d'avion pour parler 10 minutes, c'est quand même la décence minimum, évidemment. Mais ça, je pense que ça reste un détail. Ici. Bonsoir, merci d'abord pour votre intervention. Moi, je suis un peu plus âgé que la plupart des personnes qui sont dans la salle, et la réflexion que je me fais, en fait, c'est qu'on a souvent tendance à faire porter d'une certaine manière un petit peu, finalement, la responsabilité de tout ce qui arrive, en disant, bah voilà, ma génération, la génération précédente a déjà eu un impact négatif, parce qu'elle a provoqué quelque part cette situation, et en fait, on demande maintenant à cette nouvelle génération d'être beaucoup plus sensible et d'essayer chacun individuellement de faire mieux, à la fois en termes d'individus et aussi peut-être en termes de futurs professionnels. Mais pour moi, finalement, la responsabilité porte avant tout sur ceux qui ont provoqué tout ça, c'est-à-dire les anciennes générations. Vous voyez beaucoup de chefs d'entreprise, vous voyez beaucoup d'hommes politiques. Ma question, quand vous les croisez, ils ont un discours officiel et puis ils doivent avoir aussi un discours officieux parce qu'ils sont parents, ils sont, je ne pense pas, idiots, pas irresponsables.
est-ce que c'est des pompiers pyromanes? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Pourquoi, à un moment donné, on entend à longueur de journée ces problèmes climatiques, et puis finalement, rien ne change? Vous avez dit que c'était un problème économique, c'était notre société qui était comme ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent en réalité? Derrière, une fois que la caméra est éteinte, une fois que le micro est éteint, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est vrai que la génération du baby-boom, celle de mes parents, disons, a cru vivre dans une sorte de monde apaisé, d'indolence. En fait, et sans doute à leur insu, hein, mes parents c'est des gens très gentils, donc sans doute à leur insu, ils ont en fait créé une situation d'ultra-violence, sans précédent, littéralement, c'est pas une hyperbole, littéralement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Mais ça se voyait pas trop. Et effectivement, ce sont leurs petits-enfants qui vont payer le prix fort pour ça. Alors, je ne vais pas me lancer dans une analyse psychologique de qui regrette, qui a compris, finalement, je n'en sais rien. Ce que je voudrais juste dire, c'est que je suis d'accord avec vous sur le constat, mais mon seul espoir, comme je le disais tout à l'heure, c'est que peut-être l'effort à consentir n'en est pas un. C'est-à-dire que même cette génération qui a vécu dans une certaine indolence, ils ont quand même passé leur vie à bosser comme des cons. Pas forcément comme des cons, évidemment dire ça c'est pas très gentil, il y a des gens formidables dans cette génération, dont mes parents, mais il n'empêche qu'ils ont quand même travaillé comme des dingues, alors que ça fait des siècles que la construction de machines est censée être là pour nous libérer du temps. Mais j'ai pas l'impression que la réforme des retraites actuellement, elle soit faite pour diminuer la durée du travail. Ben, je comprends pas. On a de plus en plus de machines. Les machines, elles servent bien à ça, non? À quoi servent les machines? Bah, à travailler à notre place. Ah bah donc on va travailler moins. Ah bah non, c'est pas ça la réforme des retraites, c'est travailler plus. C'est bizarre, non? Pourquoi c'est bizarre? Parce que finalement, on n'a pas du tout intégré la direction dans laquelle on veut aller. Et c'est là où je me dis que peut-être pour nos enfants, pour les miens en tout cas, l'effort à consentir n'en sera pas un. N'en sera pas un. C'est-à-dire qu'ils auront peut-être effectivement pas de résidence secondaire et une voiture de sport, mais en fait, ils auront peut-être une vie sensée. Et certes, ça sera sans doute parce qu'ils n'auront pas eu le choix. Ça sera une contrainte au départ. Mais c'est pas grave ça. On sait très bien que les artistes, ils créent toujours sous contrainte. On sait très bien que les grandes œuvres, aussi bien musicales que picturales, ont souvent été des commandes réalisées par des mecs et des femmes qui crevaient de faim et qui les ont faites parce qu'ils avaient besoin de bouffer. C'est pas grave, ça peut créer des œuvres géniales, la contrainte. Et donc, ce que je me dis, c'est que peut-être que c'est au creux de cette situation globalement nauséabonde, oui, ce sont les vers de Hölderlin, finalement, hein. Voilà. C'est dans le péril que croient aussi ceux qui sauvent. Voilà. Une dernière question peut-être, ici, juste. Et après... Ouais, si j'ai encore une ou deux, je vais répondre très vite, parce que je suis trop long. Bonsoir, en fait, j'avais remarqué que dans pas mal de discours, j'ai l'impression que vous mettez la valeur de la vie en général vraiment au-dessus quoi, de tout. Et je me demandais qu'est-ce que vous diriez à des gens qui ne raisonnent pas forcément comme ça, et pour qui, je prends un exemple, je sais pas, d'un décisionnaire politique, pour qui, si je développais l'industrie dans mon pays, que ça me permet de sortir plein de gens de la pauvreté, mais qu'à côté de ça, je rase plein de forêts. En fait, tout le monde n'a pas la vie à la même place, il est vivant à la même place que vous, je pense. Et du coup, qu'est-ce que vous diriez à ces gens? Vous avez parfaitement raison. Et je n'ai aucune légitimité pour dire au monde entier, voilà ce que sont les bonnes valeurs. Ça, c'est très clair. En fait, ce que j'aimerais, ce n'est pas que le monde entier adopte mes valeurs. Quoique, ce sera pas mal. Mais... Voilà. Officiellement, en tout cas, c'est pas ce que j'aimerais. Ce que j'aimerais, c'est que la question soit sur la table. C'est ça qui est démentiel. C'est qu'actuellement, la question n'est pas posée. En fait, aucun décideur politique, à ma connaissance, ne pose la question « Où veut-on aller ?» On fait comme si il allait de soi que nous voulions plus de ça, plus de ça, plus de ça, et surtout moins d'impôts, etc., etc., etc. On pourrait commencer par se demander « Qu'est-ce qu'on veut ?» Et vous avez raison. Peut-être que ma vision du monde ne serait pas majoritaire. Très bien, on en tirera les conséquences. Mais au moins que la question soit posée, parce qu'actuellement, on est en train de se dire comment chercher des solutions. Ok,
mais on n'a pas décidé de où nous voulions aller. Votre exemple, il est très bon. Je connais des gens pour qui l'entièreté, effectivement, de la biosphère pourrait s'effondrer, tant que l'espérance de vie humaine ne décroît pas, tout va bien. Mais ça, c'est pas une faute logique. Enfin, si, c'est une faute logique au sens où, en réalité, c'est pas possible. Mais en tant qu'hypothèse intellectuelle, ça serait pas une faute logique. Ça serait un débat éthique. Mais ayons ce débat éthique. Ayons ce débat éthique. Est-ce qu'on s'en fout ou pas qu'un million d'espèces animales disparaissent? C'est une bonne question éthique, ça. Personne ne le pose. La question n'est pas sur la table. C'est comme avec l'alimentation carnée. Il ne s'agit pas d'interdire, etc. à ce stade. On pourrait quand même se poser la question. Voilà. Vous savez qu'on montre aux gamins dans les livres, là, aux enfants, les faons, les biches, les campagnols. Ça n'existe plus, tout ça. Vous savez que 95% de la biomasse sur Terre de mammifères, c'est de la viande d'abattage. C'est ça, le monde pour les animaux. L'enfer existe. C'est ça. La quasi-totalité des mammifères sur Terre, c'est de la viande d'abattage dans des fermes-usines qui verront jamais le ciel. Et c'est pas simplement que ces animaux sont tués de façon très violente. C'est pas seulement ça. Ça, c'est un détail. C'est surtout qu'avant cette mort violente, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont jamais eu la moindre interaction sociale, ils n'ont jamais fait l'amour, ils n'ont jamais été caressés, ils n'ont pas eu de vie avant la mort. Donc on a décidé que chaque année, des milliers de milliards d'êtres vivants sensibles seraient réifiés. Si on se dit collectivement que l'éventuel, parce que c'est déjà très contestable, mais que l'éventuel surplus gustatif mérite ça, ça sera notre choix. Mais la question n'est pas posée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On interdit les caméras qui montrent ce qui se passe. C'est quand même incroyable. Et on condamne non pas ceux qui maltraitent les animaux, mais on condamne ceux qui montrent ce qui se passe dans les abattoirs. Non, soyons sérieux quand même. Une fois que nous saurons, nous déciderons. Et peut-être que nous ne déciderons pas ce que moi je souhaite. Mais pour décider, il faut connaître. Alors commençons par connaître, et nous déciderons. Une petite dernière? Ouais, pour la route. C'était pour rebondir sur une question qui a été posée il y a un moment. Si c'est si utopique de sortir du système actuel, je me demandais ce que vous faisiez là devant nous à nous parler de tout ça. Alors, sincèrement, c'est une bonne question. Une fois de plus, hein, ma vie, on s'en fout. Je ne vais pas la raconter, c'est pas important. D'abord, je fais vraiment presque plus de conférences et j'ai refusé toutes les invitations médiatiques depuis bien longtemps. Donc, je me tiens à ce retrait-là. Et je suis là essentiellement parce que je travaille à 300 mètres. Néanmoins, et au-delà de cette réponse, parce qu'il m'arrive quand même de temps en temps encore d'aller ailleurs, la vraie réponse, si je suis à 100% honnête là, la vraie réponse, c'est que, à mon avis, ce discours ne sert à rien pour ce qui est de changer le monde, de faire émerger de nouvelles mentalités, de faire que des gens changent radicalement d'attitude. D'ailleurs, moi-même, je suis toujours chercheur, etc. Donc je crois que l'effet est essentiellement nul. Je crois que son seul et unique effet positif, il a peut-être aussi des effets négatifs, il faudra regarder la balance bénéfice-risque complète, mais je crois que son seul effet positif, c'est par rapport à des gens qui sont extraordinairement plus efficaces, plus engagés que moi, et pour qui je sais que c'est extrêmement important et que ça a un effet de soutien très fort de voir que d'autres personnes qui viennent de mondes très différents des autres finalement les soutiennent et relayent un peu leurs idées, alors qu'eux-mêmes, ayant mis à l'œuvre ce que par ailleurs on essaye de prôner, ils n'ont de fait plus accès au micro. Et en fait, je crois que c'est juste ça qui est un peu utile. C'est presque rien en réalité, hein, soyons honnêtes, c'est presque rien. Mais finalement, je suis assez désabusé quand même. Hein. Si on veut être honnête, je crois que ça sert essentiellement à rien. Je le pense sincèrement. Écoutez, tiens, donnez-moi votre avis. Vous connaissez le groupe de rock Chaka Ponk? C'est chouette, hein, Chaka Ponk. Bon. Fra, là, m'a appelé tout à l'heure. Et il m'a dit, pour notre prochain concert au Zénith de Bercy, tu fais la première partie. Voilà. Une demi-heure. C'est marrant. En première partie d'un concert de rock, un astrophysicien au chelon qui va parler d'écologie. Ils sont super sympas. Fra et Sam, là, ils sont super sympas, ils font de la musique cool, et ils sont bien intentionnés, et moi ça m'amuserait en plus. Et en même temps, franchement, ça va servir à quoi? Parce que m'amuser, c'est sympa pour moi, mais on s'en fout quand même. Je sais pas en fait.
Je sais pas, dites-moi, faut y aller ou pas? Mais faut y aller pourquoi? Juste parce que c'est un truc marrant à vivre dans sa vie? C'est ce que me dit mon fils. Oh, allez, on n'a qu'une vie, papa, vas-y, ça va être rigolo. Comme ça, je vais être une rockstar. Oui, ok, super. Mais je vais pas chanter en vrai. Hein. Et en même temps, ok, mais ça, soyons sérieux maintenant. En parallèle de ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens déjà convaincus, parce que leur public, il est déjà convaincu, qui vont être un peu plus convaincus. Et on a changé quoi? Et finalement, un concert de rock, c'est quand même intrinsèquement un truc qui fait tourner la machine. Même si, chacun compte, ils sont super bien. Hein. Ils font énormément d'efforts, ils sont intelligents, conscientisés, subtils, etc. Mais, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils arrêtent. C'est leur dernière tournée. Ça fait quand même tourner la machine. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer vraiment de la déconstruire de l'intérieur? Oui, mais si on voulait vraiment la déconstruire de l'intérieur, il ne faudrait pas aller faire un discours. Il faudrait aller faire un discours et débrancher les fils. Ça serait marrant. J'ai des copains, je vais pas le faire. Je veux bien le faire dans une école d'ingénieurs. De toute façon, les fils, ils sont jamais branchés à faire le mal. Allez, bonne soirée, merci de l'invitation et bon courage.